Le renseignement est arrivé très vite. Un grand nombre de commandants du corps, des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, s'étaient réunis dans un bunker souterrain renforcé à Téhéran. L'emplacement était confirmé, la fenêtre d'action était étroite. L'amiral Brad Cooper, chef du commandement central américain, a donné l'ordre. Des bombardiers furtifs B-2 Spirit ont effectué un aller-retour depuis la base aérienne de Whiteman, au Missouri. Un trajet d'environ 12 000 milles, précisément parce que seul le B-2 pouvait transporter ce qui était nécessaire, des Massive Ordnance Penetrator, c'est-à-dire des bombes anti-bunker de 30 000 livres conçues pour traverser plus de 60 mètres de béton armé avant d'exploser. Lorsque les bombes ont frappé le quartier général souterrain du CGRI à Téhéran, une source militaire de haut rang a résumé à Fox News, en 3 mots, ce qui s'était produit à l'intérieur. « We delivered the heat », autrement dit, nous avons livré la chaleur. Cette frappe et la campagne d'assassinat ciblé qui l'a entourée durant les premières semaines de la guerre d'Iran de 2026 constitue l'une des opérations de décapitation les plus systématiques jamais menées contre l'armée d'un État fonctionnel. Ce qui a été détruit n'était pas seulement un bâtiment ou un groupe d'officiers. C'était le système nerveux institutionnel d'une organisation qui avait mis 40 ans à se construire. Les réseaux de renseignement du CGRI, son architecture de coordination du commandement, la direction opérationnelle de la force Al-Quds, son système financier, le commandement paramilitaire du Basij, les chefs de ces programmes de missiles et de drones, ainsi que des décennies de savoir institutionnel accumulé qu'aucun groupe de remplacement ne peut reproduire en 6 mois. Le centre de commandement est devenu silencieux, non pas parce qu'une bombe est tombée sur un bâtiment. Il est devenu silencieux parce que les personnes qui savaient comment le faire fonctionner étaient mortes. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est produit, il faut comprendre ce qu'est réellement le CGRI et pourquoi le décapiter est catégoriquement plus difficile que décapiter une armée conventionnelle. Le corps des gardiens de la révolution islamique n'est pas l'armée iranienne. C'est une organisation militaire parallèle créée précisément pour protéger la révolution islamique contre les menaces internes et externes, y compris, comme le craignaient ses fondateurs, contre l'armée régulière iranienne elle-même. En 4 décennies, le CGRI est passé d'une force de garde révolutionnaire à l'institution dominante du pouvoir d'État iranien, avec sa propre armée, sa marine, sa force aérienne, son service de renseignement, son conglomérat de construction, son industrie de fabrication d'armes et son réseau régional de forces mandataires qui s'étend du Liban au Yémen en passant par l'Irak et la Syrie. Selon une analyse de l'armée israélienne, le budget annuel du CGRI était d'environ 15,85 milliards de dollars pour la période 2025 à 2026, soit près de 27% de l'ensemble des dépenses gouvernementales de l'Iran. Ce budget finançait tout, de la production de missiles balistiques au budget opérationnel du Hezbollah, jusqu'à l'appareil de répression interne de la milice Basij. C'était pas une organisation militaire au sens conventionnel. C'était un État dans l'État et sa direction était le centre cognitif de tout, du programme nucléaire iranien à sa stratégie dans le détroit d'Ormuz, en passant par la gestion de ses forces mandataires régionales. La campagne de décapitation a commencé le premier jour de la guerre, le 28 février 2026, dans une fenêtre que des sources militaires israéliennes ont décrite comme inférieure à 1 minute. Des frappes américaines et israéliennes à Téhéran ont tué Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, ainsi qu'environ 40 hauts commandants militaires. L'armée israélienne a affirmé que ces 40 personnes avaient été tuées ensemble dans la première vague de l'opération connue, sous le nom de Roaring Lion. La liste des morts confirmée dans ces frappes initiales comprenait Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, plus haute autorité militaire du pays, chargé de coordonner les opérations entre l'armée régulière et le CGRI. Elle comprenait Aziz Nazirzadeh, qui avait joué un rôle central dans le développement des programmes iraniens de drones et d'aviation, les armes qui allaient ensuite lancer plus de 2200 drones contre les Émirats arabes unis et des milliers d'autres contre l'Arabie saoudite, Israël et des bases américaines dans toute la région.
Elle comprenait aussi Mohammad Pakpour, commandant des forces terrestres du CGRI, dont le savoir institutionnel sur la sécurité intérieure de l'Iran et l'architecture de défense frontalière était irremplaçable à court terme. Elle comprenait Ali Shamkhani, conseiller du guide et secrétaire du Conseil de défense, décrit par Iran Wire comme l'une des figures stratégiques les plus chevronnées et les plus influentes d'Iran. Un homme qui avait passé des années à gérer l'architecture de la stratégie régionale de résistance de l'Iran et ses relations avec le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. La convergence de ces dirigeants au même endroit, au moment où les premières frappes ont eu lieu, a conduit des analystes à conclure que l'attaque initiale visait probablement un centre de commandement de haut niveau, possiblement une salle de guerre ou un bunker fortifié, où les principaux chefs militaires s'étaient réunis pour gérer une crise anticipée. Le renseignement nécessaire pour confirmer leur emplacement était considérable. Il fallait identifier la structure physique qui les abritait, puis synchroniser la frappe avec la fenêtre où ils étaient tous présents en même temps. Tout cela était le résultat de mois de préparation que ni les États-Unis ni Israël n'ont publiquement décrit en détail. Ce que l'on sait, c'est que l'armée israélienne a décrit les 40 morts comme survenus en moins d'une minute. Cela implique un engagement simultané sur plusieurs cibles plutôt qu'une campagne séquentielle. Un seul moment opérationnel qui a retiré toute la couche supérieure de la structure de commandement iranienne avant que qui que ce soit dans cette structure puisse réagir ou se relocaliser. Iran Wire a décrit l'ampleur de ces pertes comme sans précédent dans l'histoire militaire récente. En éliminant la haute direction à la fois des forces armées régulières et du CGRI, les États-Unis et Israël avaient effectivement brisé la chaîne de commandement de l'Iran, rendant beaucoup plus difficile pour Téhéran la coordination d'une contre-offensive unifiée à grande échelle. Cette évaluation s'est révélée partiellement juste et partiellement fausse dans les semaines qui ont suivi, et la nuance est importante. L'Iran n'a pas cessé de combattre. Le blocus d'Ormuz s'est poursuivi. Les campagnes de missiles et de drones contre Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak et les bases américaines se sont poursuivies à un volume important. Le CGRI ne s'est pas effondré comme institution. Ce qui a changé, c'est la cohérence et la coordination de ces opérations, le degré auquel ces différentes composantes fonctionnaient comme un système intégré, plutôt que comme des forces parallèles exécutant une doctrine préétablie sans coordination, en temps réel, venue d'en haut. Le secrétaire à la défense Pitexet a résumé l'effet psychologique recherché le 20 mars en déclarant avec une satisfaction à peine dissimulée que le dernier poste que quiconque dans le monde voudrait occuper en ce moment est un rôle de haute direction au sein du CGRI ou du Basij. Il n'avait pas tort sur le risque. Il avait partiellement tort sur les faits, parce que les opérations continuaient même pendant que la direction continuait de mourir. La campagne ne s'est pas arrêtée aux frappes du premier jour. Elle s'est poursuivie méthodiquement chaque semaine de la guerre, retirant couche après couche du commandement et de l'expertise du CGRI dans un processus que les planificateurs américains et israéliens ont décrit comme destiné à semer le chaos au sein de la direction militaire iranienne. Le 3 mars, le commandement central américain, ou CENTCOM, a confirmé avoir détruit des installations de commandement et de contrôle du CGRI, ainsi que des systèmes de défense aérienne, en plus de 1250 cibles frappées par l'armée américaine au cours des 24 heures précédentes. Ce total de 1250 cibles frappées en une seule journée était en soi une déclaration sur l'ampleur et le rythme de la campagne de ciblage qui s'étendait des installations nucléaires et des sites de stockage de missiles aux nœuds de commandement et à l'infrastructure financière. Le 20 mars, le CGRI lui-même a confirmé la mort de son propre porte-parole, Ali Mohammad Naini, un brigadier général de 68 ans qui avait servi dans l'appareil militaire et de propagande iranien pendant plus de 4 décennies. Il a été tué lors d'une frappe aérienne à l'aube que le CGRI a décrite comme une attaque terroriste criminelle et lâche. Le détail qui donne à la mort de Naini sa signification particulière est le moment choisi. Quelques minutes avant la frappe qui l'a tué, il était apparu à la télévision nationale iranienne pour insister sur le fait que l'Iran
conservait toute sa capacité de fabriquer des missiles en temps de guerre, affirmant que l'industrie des missiles méritait une note parfaite et qu'il n'y avait aucune inquiétude à cet égard. Il remplissait la fonction de porte-parole en temps de guerre, projetant la confiance, maintenant le moral intérieur et contrant l'impact psychologique des affirmations américaines et israéliennes au sujet de capacités iraniennes dégradées. Il a été tué en faisant ce travail. La frappe était assez précise pour le cibler quelques heures après son passage à la télévision. Cela exigeait soit un renseignement préexistant sur l'endroit où il dormirait après l'émission, soit un suivi en temps réel de ses déplacements depuis le studio. Le CGRI a perdu sa direction des communications publiques au moment même où les communications étaient cruciales sur le plan opérationnel. Le même jour que la mort de Naini, l'armée israélienne a également confirmé la mort d'Esmaïl Ahmadi, responsable adjoint du renseignement au sein de l'organisation Basij, lors d'une frappe sur le centre de commandement du Basij dans le centre de Téhéran. Le Basij est la force paramilitaire interne de l'Iran. L'organisation qui gère la répression intérieure, surveille la dissidence civile et maintient l'emprise du CGRI sur la société civile iranienne. Perdre son adjoint au renseignement, alors que le pays subissait simultanément une attaque militaire étrangère et faisait potentiellement face à une instabilité interne, dans une population confrontée à des pannes d'électricité, à des perturbations économiques et à la suppression de l'information, retirait l'une des personnes clés responsables de la gestion de cette pression intérieure. Le 6 avril, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a confirmé la mort du major général Majid Kedemi, chef de la branche du renseignement du CGRI. Le Washington Times a décrit Kedemi comme un acteur clé au sein du CGRI depuis près de 5 décennies, quelqu'un impliqué dans des attaques contre des Iraniens, des Américains et des Israéliens, et responsable de la surveillance des civils iraniens dans le cadre de la répression des protestations internes par le régime. La branche du renseignement du CGRI est l'organisation qui infiltre des gouvernements étrangers, dirige des réseaux d'agents, surveille la diaspora iranienne et fournit le renseignement de ciblage qui rend les opérations du CGRI cohérentes plutôt qu'aléatoires. Perdre son chef après près de 5 décennies de service n'a pas détruit la branche. Les institutions survivent aux dirigeants individuels, mais perdre le chef signifie perdre la connaissance spécifique des réseaux actifs, des sources fiables et des opérations en cours qui nécessitent des décisions humaines ne pouvant pas être déléguées à un adjoint sans contexte. Lors de frappes distinctes le 6 avril, l'armée israélienne a tué Asghar Bakri, commandant de l'unité 840 du CGRI, l'unité d'opération spéciale de la force Al-Quds, responsable d'opérations terroristes mondiales contre des Israéliens, des Américains et des Juifs partout dans le monde. L'unité 840 est l'organisation qui a mené des tentatives d'assassinat contre des responsables israéliens et américains en Europe et dans les Amériques, qui a utilisé des agents syriens pour cibler des soldats israéliens près de la frontière israélo-syrienne et qui a planifié à l'avance des attaques terroristes à l'intérieur même d'Israël. Bakri dirigeait l'unité 840 depuis 2019, 7 années de commandement durant lesquelles la portée opérationnelle mondiale de l'unité s'était considérablement élargie. Plusieurs autres membres de la division Imam Hussein de la force Al-Quds du CGRI ont été tués dans les frappes du même jour, dont Kamal Melem, commandant de l'artillerie de la division, qui avait dirigé des tirs de missiles visant Israël et supervisé l'approvisionnement en armes pour les forces armées du CGRI. Un autre jour, l'armée israélienne a éliminé Makram Timi, commandant d'une unité centrale de missiles balistiques iraniens dans la région de Kermanshah, ainsi que plusieurs commandants de bataillons de la même unité. Timi avait été responsable de dizaines de tirs de missiles vers Israël. La frappe n'a pas seulement éliminé le commandant supérieur. Elle a aussi éliminé en même temps la direction au niveau des bataillons de l'unité. Les officiers qui exécutent réellement les ordres de lancement, qui connaissent les systèmes, qui détiennent les codes de lancement, les données de ciblage et les protocoles de communication. Retirer le commandant de l'unité est perturbateur. Retirer le commandant de l'unité et les commandants de bataillon, en même temps approche du type de dommage institutionnel dont une unité de missiles ne peut pas se remettre en 6 mois. Le quartier général financier du CGRI à Téhéran a également été frappé.
L'armée israélienne a décrit cette installation comme l'institution par laquelle Téhéran opérait pour produire des milliers de missiles balistiques et d'armes et renforcer les forces armées avec des fonds allant aux forces de sécurité intérieure, au Basij et au réseau de forces mandataires régionales de l'Iran. La frappe contre le quartier général financier n'était pas une attaque contre un bâtiment. C'était une attaque contre l'infrastructure de paiement qui maintient financer les opérations régionales du CGRI, qui paie les salaires du Hezbollah, qui transfère de l'argent au Hamas et aux Houthis et qui gère les relations d'approvisionnement par lesquelles l'Iran obtient les composants de ses programmes d'armement malgré des décennies de sanctions. Détruire le quartier général financier perturbe tous ces flux simultanément, non pas parce que l'argent cesse d'exister, mais parce que les relations, les structures de compte, les sociétés, écrans et les mécanismes de transfert bâtis au fil des années étaient gérés par des personnes désormais mortes ou déplacées. Une frappe aérienne américaine sur un important pont autoroutier reliant Téhéran à la ville voisine de Karaj a ciblé les routes d'approvisionnement utilisées pour transporter des composants de missiles et de drones. La chaîne logistique physique qui alimente les usines d'armes et les sites de lancement depuis la capitale, des bases des forces terrestres du CGRI, des postes de commandement mobile, ainsi que des sites et dépôts de stockage de missiles balistiques ont été frappés. Des munitions pénétrantes GBU, 7-2 ont été déployées pour détruire des silos souterrains de missiles le long du littoral iranien près du détroit. Tous les bunkers où des missiles de croisière et des missiles antinavires étaient stockés dans des installations souterraines renforcées spécialement conçues pour survivre à une attaque aérienne conventionnelle. À quoi ressemble l'effet cumulatif de tout cela de l'intérieur du CGRI ? Aucun analyste extérieur ne peut le reconstruire complètement. Mais la conséquence structurelle est visible dans le modèle des opérations militaires iraniennes après les premières semaines de la guerre. L'Iran a continué de tirer des missiles et des drones, il a continué de maintenir le blocus d'Ormus, son élan institutionnel, la doctrine préétablie, les armes prépositionnées et les commandants de niveau inférieur exécutant des plans qui avaient été établis avant que leurs supérieurs soient tués, ont fait avancer l'opération militaire. Mais la qualité et la cohérence des décisions de commandement de l'Iran se sont dégradées de façon mesurable, le ciblage est devenu moins précis, la coordination opérationnelle entre les unités du CGRI a diminué, le blocus d'Ormus, qui avait été géré par Ali Reza Tangsiri avec le savoir institutionnel de 8 années à construire la marine du CGRI, s'est poursuivi après la mort de Tangsiri, parce que les mines étaient déjà posées et que les vedettes d'attaque rapide étaient déjà déployées. Mais la prise de décision adaptative que l'expérience de Tangsiri permettait, les ajustements aux contre-mesures américaines et émiraties, les protocoles de passage sélectif, le renseignement alimentant les décisions en temps réel sur les navires interceptés, cela ne s'est pas poursuivi au même niveau. Cela ne le pouvait pas, parce que Tangsiri et tout son état-major avaient été tués dans la même frappe. Le commentaire du secrétaire à la défense ex-7, selon lequel le dernier poste au monde que quiconque voudrait occuper est un rôle de haute direction au sein du CGRI, était une déclaration sur le risque individuel auquel chaque nouveau commandant fait face lorsqu'il accepte d'être nommé à un poste que les États-Unis et Israël ciblent activement. C'était aussi une déclaration sur le problème institutionnel auquel l'Iran fait maintenant face pour reconstituer sa structure de commandement. Remplacer un général prend du temps. Pas seulement la nomination physique d'un successeur, mais le transfert de connaissances, l'établissement de nouveaux réseaux de confiance et le développement de la conscience situationnelle qu'exige un commandement efficace. Remplacer un chef du renseignement avec 50 ans de savoir relationnel ne peut pas se faire rapidement. Remplacer une infrastructure financière avec des décennies d'architecture de société, écrans et de mécanismes de transfert ne peut pas s'improviser en quelques semaines. Le centre de commandement du CGRI n'est pas devenu silencieux de façon permanente, mais il s'est tu dans les dimensions qui comptent le plus. Sa capacité à coordonner des opérations complexes, adaptatives et en temps réel sur plusieurs théâtres simultanément, au moment où cette coordination était la plus nécessaire. Netanyahou a déclaré que les éliminations continueraient jusqu'à ce que les attaques de l'Iran cessent et que quiconque construit l'axe du mal iranien porte la responsabilité de son propre sang.
Ce cadrage n'était pas seulement rhétorique. C'était une description de la logique de la campagne. Chaque commandant tué réduit la compétence de l'organisation qui le remplace, et chaque remplaçant agit en sachant que le renseignement américain et israélien suit sa position et ses communications en temps réel. L'effet psychologique de cette connaissance et la façon dont les commandants communiquent, où ils se rencontrent, comment ils gèrent leurs opérations, la prudence et le cloisonnement que cela impose, dégradent l'efficacité opérationnelle avant même la prochaine frappe. Le centre de commandement du CGRI est devenu silencieux non seulement parce que des gens ont été tués. Il est devenu silencieux parce que les personnes qui ont survécu ont cessé de l'utiliser comme il avait été conçu pour être utilisé. Il existe une catégorie spécifique de dommages institutionnels infligés par la campagne de décapitation qui va au-delà des commandants nommés. Les dommages au réseau de renseignement de l'Iran, qui sont le système nerveux de tout ce que le CGRI fait sur les plans opérationnels et stratégiques. L'organisation du renseignement du CGRI, dirigée par Majid Khedemi jusqu'à sa mort le 6 avril, n'est pas seulement une agence d'espionnage au sens conventionnel. C'est l'organisation qui surveille les citoyens iraniens pour détecter les signes de dissidence, mène des opérations de pénétration à l'étranger contre des gouvernements régionaux et des cibles occidentales, gère le réseau d'agents intégrés dans la diaspora iranienne, fournit le renseignement de ciblage qui rend cohérent le réseau de forces mandataires du CGRI et maintient l'architecture de surveillance par laquelle la République islamique réprime l'opposition interne. C'est aussi l'organisation la plus responsable de comprendre où le renseignement américain et israélien a pénétré les réseaux de commandement iraniens. Parce que le problème fondamental auquel le CGRI fait face, compte tenu de la précision et du moment des frappes contre sa direction, est un problème de pénétration. Quelqu'un fournit des données de localisation en temps réel sur de hauts commandants du CGRI. Quelqu'un a suivi Naini depuis son studio de télévision jusqu'à l'endroit où il dormait dans les heures après son passage à l'antenne. Quelqu'un a confirmé qu'un grand nombre de commandants du CGRI s'étaient réunis dans le bunker souterrain, que les B2 ont ensuite détruit avec des massives ordnances Penetrator. Peu importe qui fournit ce renseignement, le volume et la précision des frappes suggèrent plusieurs sources très bien placées plutôt qu'une seule pénétration. La branche du renseignement du CGRI est l'organisation responsable de les trouver et de les neutraliser. Tuer le chef de cette branche n'arrête pas la pénétration. Cela retire la personne la plus expérimentée chargée de l'enquête. La dimension Force Al-Quds est la dimension de projection externe de la puissance du CGRI, et les frappes contre sa direction sont celles où le dommage stratégique à long terme est le plus important pour l'influence régionale de l'Iran. La force Al-Quds est l'instrument de l'Iran pour gérer son réseau de forces mandataires. L'organisation qui finance, entraîne, équipe et dirige le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen, les groupes de milices chiites en Irak et des dizaines de factions armées plus petites à travers la Syrie et le monde arabe élargi. La force Al-Quds est aussi l'organisation responsable d'assassiner les ennemis de l'Iran à l'étranger, des transferts d'armes par des routes maritimes internationales et du développement des capacités militaires des mouvements alliés de l'Iran au point où il constitue une dissuasion distribuée significative contre Israël et les États-Unis. C'est cet axe de la résistance que Netanyahou a décrit comme l'axe du mal iranien en annonçant la mort d'Asghar Bakri. Pas une force militaire unique, mais une architecture régionale d'acteurs armés coordonnée depuis Téhéran par la force Al-Quds. La force Al-Quds exige précisément le type de savoir institutionnel fondé sur des relations de long terme qui ne peut pas être reconstruit rapidement. Gérer le Hezbollah exige de connaître personnellement les commandants du Hezbollah, de comprendre leur politique interne, de savoir quelles demandes ils accepteront et lesquelles ils refuseront, et de maintenir les flux financiers qui permettent de payer leurs combattants et d'approvisionner leurs armes. Gérer l'opération des Houthis exige de comprendre suffisamment la politique tribale du nord-ouest du Yémen pour administrer un mouvement armé qui mène simultanément une guerre civile, lance des missiles contre l'Arabie Saoudite et Israël et conduit des opérations maritimes en mer Rouge. Ce ne sont pas des fonctions organisationnelles qu'un adjoint héritant des dossiers d'un commandant mort peut exécuter immédiatement à pleine efficacité. Ce sont des compétences et des relations qui se développent au fil des années d'expérience opérationnelle. Et les personnes qui les détenaient sont mortes.
La frappe financière contre le quartier général du CGRI recoupe la perturbation de la force Al-Quds de manière à aggraver les dommages. Le budget annuel du Hezbollah était estimé à environ 1 à 2 milliards de dollars avant la guerre. La majorité provenant de transferts du CGRI, le quartier général financier que l'armée israélienne a frappé à Téhéran était l'institution qui gérait ces transferts. Le détruire n'assèche pas immédiatement les ressources du Hezbollah. L'argent déjà positionné, les relations financières existantes et les mécanismes de transfert alternatifs offrent un coussin. Mais perturber la coordination financière centrale tout en tuant les commandants de la force Al-Quds qui géraient les relations crée un problème composé. L'argent est plus difficile à faire circuler et les personnes qui savaient comment le déplacer tout en évitant la détection ne sont plus là. Ce que la nouvelle direction iranienne tente de faire au milieu d'une guerre active avec les États-Unis et Israël, c'est reconstituer suffisamment de cohérence de commandement pour gérer une opération militaire en cours. En même temps, elle tente d'identifier les pénétrations du renseignement qui ont rendu possible les frappes de décapitation. Elle doit aussi gérer la stabilité intérieure dans un pays confronté à des pannes d'électricité et à des perturbations économiques. Elle mène une diplomatie par l'entremise d'intermédiaires pakistanais et égyptiens au sujet d'un cessez-le-feu dont les conditions ne font pas pleinement consensus au sein de la direction iranienne divisée. Elle maintient le blocus d'Ormuz à un niveau d'efficacité opérationnelle suffisant pour le garder comme levier. Et elle amorce le processus de reconstruction de structures institutionnelles qui ont pris 40 ans à bâtir et qui ont été substantiellement démantelées au cours des 6 premières semaines d'une guerre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.